Professeur, je voudrais savoir, au moment où vous intervenez, si je comprends bien vos explications, l'exposé que vous venez de faire, vous êtes intervenu en deux temps. Avant l'ouverture de toute enquête et après l'ouverture d'une enquête par la commission nationale dont vous étiez membre. C'est cela? Oui. Je ne me trompe pas, j'espère. Oui, parfait. Très bien. Vous, en tant que médecin légiste, en votre qualité d'expert, lorsque vous devez intervenir, n'est-ce pas, vous devez faire l'objet d'une désignation? Oui, ben écoutez, d'abord je suis médecin et c'est comme un médecin qui a l'obligation de recevoir un malade et de le soigner. C'est une obligation déontologique. En tant que médecin légiste, lorsque je suis mis en présence d'un corps, j'ai cette obligation déontologique de l'examiner et de donner les informations au moment opportun. Et enfin, je voudrais vous dire quand même que ma mission, je suis un enseignant, je suis un chercheur, je publie. Je publie. Et d'ailleurs, ce qui fait que, vous voyez, vous pouvez chercher sur Google, violence meurtrière dans l'espace public à Conakry. Je l'ai publié. Donc, je ne peux pas croiser les bras pour dire, oui, j'ai vu, je me résume à ça. Non, je fais mon travail. Mais ce que je sais que je ne peux pas faire sans la réquisition, je ne le ferai jamais. Professeur, lorsque vous êtes en présence d'un cas devant un cadavre dont la cause de la mort n'est pas connue et que vous devez intervenir pour pouvoir expliquer les circonstances de ces décès, n'est-ce pas, avez-vous, vous êtes obligé d'agir sur la base en vertu d'une réquisition? Maître, oui. Lorsqu'il y a mort d'homme devant un cadavre, la justice me demande, sur la base d'une réquisition, de déterminer les causes et les circonstances de décès. Lorsque quelqu'un perd un parent proche, il n'a pas besoin de la justice, il me demande. J'examine le corps, à sa demande, je fais l'autopsie et je lui donne les résultats. Dans le cas de figure, dans le cas de figure, il y a eu mort d'homme au stade. Je suis d'accord, je devrais être saisi par une réquisition pour faire le travail d'autopsie. Mais qu'à cela ne tienne. Très bien. Est-ce que je peux vous reposer la même question pour dire... Non, vous n'avez pas ces droits. Je n'ai pas le droit de poser la question, mais je peux vous dire aussi que, en tant que médecin, je dois répondre à la sollicitation de mes compatriotes. Lorsqu'on me dit, je veux savoir identifier mon parent, je ne peux pas croiser les bras. Je ne peux pas. Professeur... Je dois participer à la restitution des corps, à l'identification des corps. C'est une mission de fait. Est-ce qu'on est d'accord qu'un médecin légiste, lorsqu'il doit agir, il doit le faire dans les limites de la loi et que la loi, en pareille circonstance, voudrait que vous soyez désigné, et je voudrais qu'en dehors de la loi, que vous m'indiquiez un autre texte qui vous permettrait d'agir en dehors de toute réquisition. Bon, moi je ne vais pas trop discuter vous sur les questions de droit. Lorsqu'il y a mort d'homme, d'accord, le procureur délivre une réquisition pour me demander les causes et les circonstances dans le cadre de son enquête. Voilà. Dans le cadre de son enquête.
Lorsqu'il y a mort d'homme, en dehors d'un espace public, en dehors, parce que simplement c'est une famille, le procureur n'a rien à voir, je suis sollicité par une tierce personne pour le faire. Bon, sa question est précise. Voilà. Donc, En l'espèce, est-ce que vous devriez agir sans les réquisitions du procureur? Voilà. non, pour faire une autopsie, non? C'est ça. Donc, Pour faire une autopsie, non? et vous avez agi sans aucune réquisition. Nous y reviendrons. Non. Et c'était pas normal, professeur. Non, mais je ne suis pas d'accord. Hein. Et vous avez aussi parlé de l'exposition et de la restitution des 31 corps. C'était à quelle date précise? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, vous pouvez voir, parce que les vidéos existent, les jours. Moi, je ne sais pas. Je ne retiens plus ça. Parce que moi, je ne m'attendais pas, comme beaucoup de personnes, à ce procès ou à venir parler de ça. Je ne retiens plus. N'est-ce pas avant l'ouverture des enquêtes par la commission d'enquête nationale dont vous étiez membre? Non, je n'ai pas été membre de la commission d'enquête. Oui, avant l'ouverture de la commission d'enquête, oui, on a reçu bien avant. Voilà, c'était bien avant. Oui, bien avant. C'est ça. Vous avez dit ici, à moins que je ne me trompe, je voudrais en avoir la précision, vous avez été membre de la commission d'enquête. Oui, je suis membre de la commission d'enquête. Très bien, on continue. Vous avez eu à gérer les corps au niveau des 2 morgues. Quelle est la capacité d'accueil de chaque morgue? Je répète, cher maître, monsieur l'avocat, Oui. j'avais une capacité à l'époque de 10 corps à Ignasdine, et je dis bien 14 corps à Donka. Pourquoi 14? Parce que c'est un bloc de 10. Pour les 2 étaient à Ignasdine. On a délocalisé un bloc de 10 à Donka, plus un ancien bloc de 4 corps. Donc il y avait 14 à Donka et 10 à Ignasdine. Alors, ça veut dire que si nous prenons les capacités d'accueil des 2 morgues, en tous, 24. Oui, 24. Alors, et vous devriez gérer au niveau de ces 2 morgues 58 corps. Oui, affirmatif. Alors, et ça veut dire que vous avez entassé des corps. Monsieur l'avocat, je vous ai dit que j'ai mis à certains endroits 2 corps dans une même chambre. C'est même sur France 24. Tout le monde l'a vu. Oui, donc, ça dépend aussi de la corpulence des corps. Il y a des corps, bon, je ne sais pas, je ne veux pas vous citer, qui ne peuvent pas rester 2 dans une chambre. Donc, on a essayé de voir qu'est-ce qui est possible pour conserver le corps. Je voudrais quand même que vous mettiez dans l'esprit de celui qui était à l'époque en charge de la gestion de ces corps. Et notre première préoccupation n'était pas tout ça. C'était de dire comment est-ce que je pourrais loger tous ces corps-là, sans pour autant que ces corps ne se décomposent. C'est ça ce qu'on savait. Et c'est pour cette raison qu'on était obligé de mettre 2 à 2 les corps dans certaines chambres. Et les corps qui ne pouvaient pas rester à 2, on les a laissés seuls. Vous savez que des témoins ont comparu ici, qui ont fait état de ce que des corps étaient entachés les uns sur les autres. Est-ce que dans ces conditions-là, votre mission qui visait à conserver l'état de ces corps, est-ce que cette mission n'a pas été un échec? C'est vous qui le dites, je vous laisse, vous êtes responsable de vos propos, mais ce n'est pas à vous, c'est à moi qui l'a posé la question. Calmez-vous. Voilà, donc, Calmez-vous, maître. Maître, calmez-vous. Je vous laisse le soin de vos réponses. Moi, je dis et je répète, ce n'est pas à moi d'équiper les chambres froides. Je pense que ça, vous devez le comprendre. Est-ce que vous êtes fatigué ou vous voulez continuer? Oui, parce que ça commence. Hein. Mais je vais essayer. Ce n'est pas à moi d'équiper les chambres froides, d'installer les chambres froides dans des hôpitaux. Ce n'est pas ma responsabilité. Ce n'est pas non plus à moi de voir un peu
de mettre les moyens à la disposition pour pouvoir pratiquer les soins de thanatopraxie. Ce que je pouvais faire professionnellement, humainement, c'est ce que j'ai pu faire. Et mettre les corps 2 à 2, je suis tout à fait d'accord que c'est un gros problème parce qu'en fait, les conditions de rafraîchissement, parce que pourquoi on met le corps dans les chambres froides? C'est pour rafraîchir, pour retarder la putréfaction de ces corps. Et donc, lorsqu'on les met 2 à 2, c'est vrai que la fraîcheur n'est pas suffisante pour pouvoir les garder le plus longtemps. C'est pour cette raison, en plus de la mise en place, des corps dans les chambres froides, les corps étaient préparés. Les corps ont bénéficié des soins de thanatopraxie. D'accord? Donc, et les corps qui étaient mis en chambre froide et les corps qui sont restés sur la paillasse ont été traités. Vous avez également parlé des corps qui n'ont pas pu être identifiés et qui ont été inhumés par la Croix-Rouge. Vous le maintenez? Mais je maintiens que c'est la Croix-Rouge qui est en charge de l'inhumation des corps. Et à propos, je voudrais savoir, est-ce qu'au niveau de nos 2 CHI, il n'existe pas des structures qui s'occupent de l'inhumation des corps en pareille circonstance? Bon, vous dites en pareille circonstance. Oui. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des morts d'hommes, on appelle crime dans un espace public, vous-même vous l'avez dit, il appartient au procureur. Est-ce que lui, il va désigner une structure appropriée pour faire cette inhumation? C'est lui qui le sait. Mais dans les conditions normales, en dehors de cas du 28 septembre, il y a des sociétés de pompes funèbres qui s'occupent de l'inhumation des corps. Des sociétés de pompes funèbres. C'est les sociétés de pompes funèbres qui gèrent l'inhumation des corps. D'accord? Mais dans notre pays, je crois qu'il n'y a qu'une seule société de pompes funèbres et elle n'a pas été sollicitée. Et si c'est généralement les particuliers qui sollicitent l'enterrement par les sociétés. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Ouais. Elle n'a pas été sollicitée, c'est généralement des particuliers qui sollicitent la société de pompes funèbres pour l'inhumation. C'est tout simplement regrettable de relever que l'on fasse appel à la Croix-Rouge, on laisse les structures internes. Je vais continuer. Je peux m'asseoir? Vous avez le choix, oui. Je vous l'avais dit dès au début. Réajustez les micros, s'il vous plaît. Et lorsque la Croix-Rouge procédait aux inhumations de ces corps, étiez-vous présent? Non. Et qui a mis les corps à la disposition de la Croix-Rouge aux fins d'inhumation? Le service des armées. Le service des armées. Ok, ça veut dire que l'armée était fortement impliquée dans la gestion des corps. C'est à vous de le savoir. Moi, je ne sais pas. Ah oui? C'est vous qui êtes là, s'il vous plaît. Le problème est que, Monsieur le Président, c'est des questions répondues. Parce qu'en réalité, je vous ai dit, au stade, au cimetière, il y avait le service médical des armées. Il y avait les militaires. Il y avait... il veut savoir si l'armée était fortement impliquée dans la gestion des corps. Bon, la gestion des corps, c'est pas... non, elle n'est pas fortement impliquée. L'armée était là. Une autre question. C'est elle qui a déposé les corps. C'est elle qui était aussi, qui assurait la sécurité des corps. Mais la gestion des corps était une gestion médicale dans les morgues. Est-ce qu'au moment où on remettait ces corps à la Croix-Rouge, où l'armée, vous l'avez dit, remettait ces corps à la Croix-Rouge, est-ce que monsieur le procureur compétent était présent? Non. Très bien. Vous avez également, en réponse à l'une des questions posées par le procureur Sidiki Kamara, vous aviez dit que c'est sur vos conseils
que des corps ont été exhumés pour des fins de tests ADN. Vous le confirmez? Bon, écoutez, j'ai dit que j'étais membre de la commission d'enquête. Et dans la commission d'enquête, il y avait une commission santé. J'étais président de cette commission santé. J'ai proposé. Voilà. J'ai proposé, sachant déjà qu'il y avait des corps non identifiés qui sont inhumés à Cameroun, j'ai proposé qu'on fasse des prélèvements ADN et qu'on envoie les échantillons en France pour faire des croisements. Ça, c'est moi qui l'ai proposé. Ce que je suis en train de dire, c'est sur vos propositions. Oui, absolument. Voilà. Et lorsque vos propositions ont été acceptées, vous avez mis à contribution votre équipe. Absolument. Voilà. Et votre équipe a procédé à des prélèvements. Tout à fait. Alors, et ça, c'était à un moment où déjà les enquêtes étaient ouvertes, oui ou non? Puisque la commission d'enquête était en train de travailler. Oui, ça c'est au décours des enquêtes, oui. La commission d'enquête était en train de travailler. Est-ce que cela est normal qu'on procède à des prélèvements? Permettez-moi qu'on procède à des prélèvements pendant que les enquêtes sont ouvertes sans que cela ne soit référé à monsieur le procureur. Trouvez-vous cela normal? Mais écoutez-moi très bien. Moi, je ne cherche pas à savoir ce qui est normal ou pas normal. Je vous dis ce que je fais et ce qui s'est passé. C'est à vous d'apprécier, c'est normal ou pas. Oui, mais ce que vous faites doit être conforme à la légalité. Ah, moi, je me suis toujours conformé à la légalité. C'est ça. Un médecin légiste agit dans les limites de la légalité. Je me conforme à la légalité. Tout ce que j'ai fait en 29 ans de travail d'exercice de ce métier. Est-ce que vous savez qu'en procédant à des prélèvements, que cela constitue un travail technique qui est du ressort d'un médecin légiste? Mais ce sont des médecins légistes, des médecins qui travaillent avec moi, qui sont allés avec un protocole, qui ont fait les prélèvements. Est-ce que vous savez que vous, en faisant agir des personnes sous votre autorité, dans le but de procéder à des prélèvements, alors que vous êtes en même temps membre de la commission d'enquête, que vous étiez à la fois en train d'agir comme membre, comme enquêteur, et en même temps comme expert sur le terrain? N'est-ce pas une confusion de qualité? Non, monsieur l'avocat. Et vous savez pourquoi je suis allé dans la commission d'enquête? Oui, allez-y. À deux titres. D'abord parce que je suis médecin légiste et je suis président de l'ordre des médecins. Est-ce que vous pouvez me dénier le pouvoir, en tant que médecin légiste, de faire un prélèvement et d'utiliser les personnes ressources qui sont capables de m'aider à faire ce travail? Lorsque vous êtes enquêteur, vous ne devez pas le faire. Écoutez, lorsque vous êtes enquêteur, permettez-moi, s'il vous plaît, la loi est très claire. Hein? Lorsque vous êtes enquêteur, un enquêteur qui se heurte à des questions d'ordre technique, il doit en référer au procureur pour qu'un expert soit désigné. Vous ne pouvez pas être membre de la commission en tant qu'enquêteur et en même temps intervenir en tant qu'expert. Ça, c'est une confusion de genre. Alors moi, je ne trouve pas la confusion parce que cette enquête a été, cette exhumation a été initiée par la commission d'enquête. C'est la commission d'enquête, ce n'est pas le procureur qui a initié cette exhumation, c'est la commission d'enquête. Je suis membre de cette commission d'enquête. J'ai utilisé les ressources que je dispose pour pouvoir faire ce travail et je l'ai fait et je pense que je l'ai bien fait. Où sont les rapports auxquels vous avez abouti comme résultat en ce qui concerne toutes les opérations que vous avez illégalement accomplies? Bon, le rapport demandé à la commission d'instruction, le rapport a été déposé, je vous ai déjà dit ça. Les rapports de vos prélèvements, je parle. Mais quel rapport de prélèvement? Oui. Il n'y en a pas? Rapport de quel prélèvement? Oui, les prélèvements qui ont été effectués par l'équipe qui évoluait pendant les enquêtes sous votre autorité. Monsieur et non sous l'autorité de la justice. Monsieur l'avocat, Maître. je répète, c'est la commission d'enquête qui a initié cette exhumation. Ce n'est pas le procureur.
je répète que si je suis allé faire des prélèvements, ce n'est pas un rapport de prélèvement que moi je dois déposer à mon mandant. C'est un rapport du résultat des examens que j'ai réalisés. Voilà. Donc, ce n'est pas ici qu'on va me demander de faire un rapport de prélèvement. Je n'ai rien à faire par ça. Écoutez, vous avez eu à procéder à des opérations qui ont même précédé l'ouverture des enquêtes. Et vous avez eu à décrire ces opérations ici. Et malheureusement, ces opérations ne sont pas suivies des dépôts de rapports. La conséquence, monsieur le ministère public et même le tribunal vous ont demandé de déposer ces rapports. Pourquoi vous avez agi ainsi? Je vous répète, monsieur l'avocat, que je n'ai pas de réquisition. Et je vous informe également, parce que vous êtes avocat, que pendant mon exercice, je répète, près de 30 ans de médecine légale dans ce pays, et j'ai toujours déposé mes rapports, et à temps, quand je suis requis. Et si je n'ai pas déposé de rapport, c'est parce que je n'ai pas de réquisition. La seule fois que la commission d'enquête m'a demandé de procéder à des prélèvements pour effectuer l'ADN, j'ai reçu le rapport a été déposé. Nous ne l'avons pas. Là, vous voyez, vous n'avez déposé ni des rapports avant l'ouverture des enquêtes, vous n'avez déposé des rapports après l'ouverture des enquêtes. Et je vous donne lecture des dispositions de l'article 77, là, puisque vous voulez nier l'évidence du Code de procédure pénale. S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l'officier de police judiciaire a recours à toute personne qualifiée, sauf si elles sont inscrites sur une liste prévue à l'article 260, les personnes ainsi appelées prêtent par écrit serment d'apporter leur concours à la justice en leur conscience et en leur honneur. Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à l'ouverture des scellés. Vous voyez, lorsqu'une question d'ordre technique se pose à un OPJ, à une juridiction, et qu'il s'agit d'une juridiction d'instruction ou d'une juridiction de jugement, alors ces autorités-là peuvent désigner un expert. C'est cet expert-là qui procède. Et malheureusement, vous n'avez pas été réquisitionné. Je me demande à quoi les rapports que vous entendez déposer vont servir. Voilà. Encore une fois, monsieur l'avocat, vous faites une confusion. Cette expertise n'a pas été demandée par le parquet. Elle n'a pas été demandée par un juge. Elle a été demandée par une commission d'enquête qui a été mise en place pour la circonstance. Si je devrais déposer un rapport, et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, je dois déposer le rapport à la commission d'enquête. À la commission d'enquête. C'est à la commission, je vais finir. Oui, parce que vous ramenez tout en droit. Moi, je peux vous ramener sur le code de déontologie, qui me dit qu'obligatoirement, j'ai l'obligation. Voilà, même si vous êtes avocat. Texte de loi. Voilà, parler de texte de loi, mais tout n'est pas droit pénal. Si. Parce que non, ne mettez pas tout ça dans le cadre de droit pénal. On est dans la procédure pénale. En plein. Alors moi, je vous oppose le droit de la déontologie médicale. Quelle disposition? Sortez-moi. Moi, je ne regarde pas de vos dispositions. Tout médecin a l'obligation de répondre à sollicitation de ses malades. Donc, dans le cas précis, j'étais dans l'obligation d'examiner et de procéder à l'identification des corps. C'est non discutable. C'est la déontologie médicale. Maintenant, vos dispositions de loi pénale, gardez-les. Moi, je vous dis en plus, au niveau de la commission d'enquête, ce n'est pas le tribunal qui nous a requis, c'est la commission d'enquête. Et le rapport que j'ai envoyé de Paris, je l'ai envoyé à la commission d'enquête. Et c'est le rapport-là qui a été déposé à la commission d'instruction du tribunal. Donc, vous ne ramenez pas tout au tribunal, au procureur et tout ça. Vous savez que lorsque vous agissez en tant que professionnel, on vous demande d'agir par rapport à un cas de mort. Lorsqu'il est question de déterminer la cause de ces cas de mort, vous devez avoir à l'esprit que vous devez agir conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.
Il n'y a aucune autre disposition palliative en la matière. Et vous ne l'avez pas fait, il faut le reconnaître au moins. Merci, Monsieur le Président, j'en ai terminé avec lui. Professeur. Oui, maître. C'est bien vous, le professeur. C'est bien moi, monsieur l'avocat, le professeur. Je vous rends de grands hommages parce que on a fait avec vous de grands boulots, hein, de très grands boulots. Vous avez rendu de très grands services à la nation. Hein. Là, il faut le reconnaître. Merci. Vous êtes un monument, une illustration. Et une espèce, si vous étiez un animal, on devait vous mettre dans des eaux. On voudrait vous garder. Vous êtes une espèce en voie de disparition. Merci. Question, parce que le président n'aime pas trop les choses comme ça. Où sont partis les corps? Parce que mon confrère a parlé de beaucoup de choses. Parce qu'il y a un autre témoin qui doit venir, dont les questions doivent vous concerner. Où sont partis les corps de nos compatriotes? Où sont partis les corps? Ça, c'est une question, maître, une très bonne question, et à laquelle, malheureusement, je ne pourrais pas vous répondre. Je vous ai dit où sont partis... Vous avez livré les corps pour les envoyer où? Les 58 corps. Oui, il y en a plus. Ah bon? C'est vous qui le dites? Ah oui, j'ai des données moi-même. Ah ben c'est parfait. Alors, où sont partis le reste des corps? Mais je vous repose la question, si je pouvais le faire, parce que moi je n'ai pas l'information. Vous avez livré combien de corps? Ah, il faut qu'on revienne sur la question. Le président n'aime pas ça. Hein? Oui. Où sont partis les corps? Je vous pose la question, où sont les corps? C'est vrai, on ne pose pas ici les questions aux avocats. Voilà, vous devez répondre. Oui. Mais je ne sais pas. Où sont partis les corps? Voilà, contentez-vous de répondre. Oui, je ne sais pas, je ne sais pas. Allez-y avec une autre question, maître. C'est vous qui avez livré les corps pour quelle destination? Monsieur... Vous savez que je vous aime bien, je vous respecte beaucoup. Oui, moi aussi. Mais vous savez, moi aussi, ça me rappelle un de vos brillants confrères qui dit que la justice est un jeu. Mais moi, je ne m'amuse pas. Ah oui, c'est Jacques Vergès qui l'a dit. Hein? Voilà, Jacques Vergès l'a dit. La justice est un jeu. Il veut connaître la destination des corps, s'il vous plaît. La justice est un art. Je n'en sais pas. Une autre question. Je ne sais pas. Je ne suis pas contre vous, je vous admire. Oui, il n'y a pas de problème, maître, c'est gentil. Vous ne semblez pas le comprendre. Hein? Je vous en prie, merci, c'est gentil. Aidez-nous, ce n'est pas vous qui avez tué. Ce n'est pas vous qui avez tué. On vous a envoyé des morts. Vous avez géré. Mais le problème ici... Attendez la question, s'il vous plaît. Soyez patient, attendez jusqu'à ce qu'il finisse de poser la question. J'ai une grande amitié pour vous. Vous ne savez pas. Merci. Une très grande amitié. Hein? C'est gentil, merci. Oui. On a géré de grands dossiers ensemble. Tout à fait. Mais à la guerre, comme à la guerre. On vous a donné, vous avez livré les corps pour vous dire qu'ils vont les envoyer où? Il a répondu à cette question. D'accord. Je vais vous délivrer le reste du questionnaire. Mais sachez que vous avez un poste trop stratégique, c'est ça? Oui. Et je vous remercie d'avoir aidé à beaucoup d'inhumations dans ce pays. Merci. Et d'avoir produit beaucoup de rapports que même le parquet de Dixon, que ce parquet ne connaît pas, et n'a pas produit dans le cadre des manifestations. Non. Je vous félicite. Hein? Des questions? Pas de questions, félicitations. Merci, maître. Alors, par rapport à ces éléments constitutifs,
Monsieur le Président, j'ai dit que l'infraction non-assistance à personne en danger, avant ces éléments constitutifs, il y a des conditions préalables. Ces conditions sont de deux ordres. Les conditions liées à l'auteur lui-même et les conditions liées à la victime. Les conditions liées à l'auteur. La condition principale et fondamentale, c'est la présence physique de l'auteur sur les lieux. La présence physique. Vous avez la première ou la deuxième d'ailleurs, l'auteur doit être conscient de l'existence d'un danger. Être conscient de l'existence d'un danger, c'est parce que vous êtes proche de ce danger-là, d'une manière ou d'une autre, de manière spontanée ou de manière ou sur appel. Mais l'auteur doit être conscient de l'existence d'un danger. Et être conscient de l'existence d'un danger, cela suppose que vous êtes présent. Sans cette condition, on ne peut pas le retenir. La deuxième, qu'il a eu l'occasion d'apporter secours, sans pour autant qu'il risque sa vie elle-même. Mais il a refusé. Il a eu l'occasion d'assister, sans pour autant que lui-même ne soit victime de ces mêmes faits, mais il a refusé de le faire. Ça aussi, à cette condition-là, il n'y a que cette condition est assortie de la présence physique de l'auteur. Je suis au stade 28 septembre. Colonel Chérif, comment il peut refuser d'assister une personne pendant qu'il n'est pas présent sur les lieux? Comment il peut refuser d'assister une personne pendant qu'il n'est pas là, pendant qu'il n'est pas au stade? Autre condition, Monsieur le Président, c'est qu'il a apporté son aide, pas par sa volonté, et donc par une force extérieure, il a été contraint de le faire. Si vous êtes contraint de faire une assistance, vous êtes poursuivable. Il a assisté contre son gré. Vous pouvez être retenu pour responsable. Parce que vous n'avez pas agi avec volonté. Mais toujours est-il que c'est la présence physique de cette personne-là. Mais comment quelqu'un se noie dans l'eau, vous n'êtes pas de passage, vous n'êtes pas là-bas, et on vous appelle au matin pour vous dire, écoutez, monsieur, hier, voilà deux hommes qui étaient dans l'eau, qui étaient en train de se noyer, tu étais de passage, tu n'as pas fait, tu n'as pas assisté. Vous êtes convoqué. Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. L'autre condition, lui-même, il a eu l'intention de mettre en péril la personne. Au-delà de secourir, il veut véritablement nuire à la vie de la personne. Mais c'est sa présence également, Monsieur le Président. Sans ces conditions, Colonel Diaby ne peut pas être retenu pour responsable ou coupable des faits de non-assistance à personne en danger au stade du 28 septembre et environ. Au stade du 28 septembre. Pas possible le jour de la manifestation. Le jour de ces drames-là, il n'était pas présent au stade. Qu'on l'épargne de cela. Qu'on l'épargne de cela. Ça, c'est les conditions qui sont liées à l'auteur. Et toutes ces conditions citées, Colonel Chérif Diaby n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Monsieur le Président, la condition qui est liée à la victime, c'est qu'au moment du danger, la personne ou la victime doit être vivante. Ces manifestants étaient au stade du 28 septembre. J'étais sain, sauf quand je partais là-bas. Mais si ce monsieur n'était pas présent, mais on ne peut pas le tenir responsable pour ça. C'est pratiquement impossible, ça. C'est pratiquement impossible. Que le primitif soit très fidèle à cela. Alors, outre ces conditions, Monsieur le Président, il y a des éléments constitutifs.
les éléments constitutifs de cette infraction. Les 3 éléments, le premier ne fait l'objet d'aucun commentaire. C'est l'élément légal de l'infraction. C'est les dispositions des articles 297 et 298 du Code pénal qui punissent des peines allant de 1 à 5 ans, d'une amende variant entre 1 million à 5 millions de francs guinéens, si je m'abuse. L'élément matériel, Monsieur le Président, il faut l'existence d'une menace. L'existence d'une menace à l'intégrité physique de l'auteur. Cet élément aussi fait défaut parce que le colonel Chérif, pour qu'il se décide d'organiser cette menace à l'intégrité physique d'une personne quelconque, n'était pas présent au stade du 28 septembre, ce jour-là, le 28 septembre 2009. Qu'on lui reconnaisse ça au moins, qu'il n'était pas là. Il n'était pas là, ni de près, ni de loin. Colonel n'a pas été au stade du 28 septembre. Tout le parcours ce jour, le lendemain, le 29, le surlendemain, le 30, colonel n'a pas vu le stade du 28 septembre. Il n'était pas là. Que ça cesse. La deuxième, ou le deuxième élément, Monsieur le Président, il s'agit de l'absence d'action. L'absence d'action. Parce que, en droit pénal, on peut être poursuivi pour une omission d'action. Le fait de ne rien faire, le fait de s'abstenir, le fait d'observer l'inertie face à un danger et que vous soyez présent, vous pouvez être poursuivi pour cette infraction-là, non-assistance à personne en danger. Et quand l'intéressé n'est pas là, quand il n'y a pas d'absence d'action, quand l'auteur lui-même n'est pas sur les lieux, on ne peut pas le retenir pour cette infraction à la loi pénale. On ne peut pas le retenir pour cette infraction à la loi pénale. Alors, le ministère public, puisqu'il n'a rien trouvé dans l'ordonnance pour pouvoir asseoir votre conviction, Monsieur le Président, il s'est attaqué automatiquement à des prétendues preuves. Ce brillant procureur, je l'ai écouté avec intérêt ici. Au point même, il nous a distribué un peu les larmes. Mais nous, on est serrés.